Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette édition vespérale de ce 8 juillet 2025, dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, les habitants de la rue de Zogbadje, le titre foncier 173, crient à l'aide. Ils subissent depuis quelques mois déjà d'énormes difficultés à accéder à leur demeure. Vous les entendrez dans cette édition. Avez-vous au moins ressenti au réveil des vertiges et vous vous êtes posé peut-être la question de savoir quelles en sont les causes? Eh bien, Matin Libre Télévision vous proposera à la découverte des causes par un spécialiste que nous avons questionné pour vous. Et puis, en fin d'édition, la Fédération béninoise de handball a rendu public le calendrier des compétitions inscrites dans son agenda pour le compte de cette saison. Des détails sont à suivre. Ainsi va l'essentiel en titre. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous informer. Ouvrons ce journal par justement les cris à l'aide des habitants de la rue 173 au quartier Zogbadje à Bomé-Calavi. Ils sont désormais ils subissent depuis quelques mois déjà des difficultés à accéder à leur demeure respective alors qu'ils ont justement chèrement acquis leur propriété. Et justement, ils se sont prononcés au micro de nos reporters sur le terrain. Ils crient leur ras-le-bol. Écoutez-les dans cet élément que nous propose Samiratou Kassoumou, et Jean-Marie Adeyemi. À Zogbadje, c'est l'incompréhension et la consternation généralisée. Au cœur de ce désarroi des populations, l'érection d'un immeuble fermant la voie. Sur le titre foncier 173, dans les enclavures de l'église catholique Saint-Paul, située non loin du bar Le Refuge, les acquéreurs de parcelles se retrouvent enclavés depuis la fermeture controversée de sa voie d'accès. Une fermeture que les riverains jugent illégale. Le responsable des acquéreurs de la rue explique la situation. Notre voie a été fermée anarchiquement depuis un certain nombre d'années. Le collectif s'est rapproché de la mairie pour avoir plus d'éclaircissement sur la situation. Il y a encore une dame qui est venue siéger encore derrière le monsieur et qui a fermé encore l'emprise de la voie. Donc ça fait que tous les acquéreurs de la rue sont obligés de prendre par les 4e, 5e rues avant de rentrer dans la rue. Et la zone est devenue une zone marécageuse. La mairie qui devait se charger pour régler les problèmes de ses administrés, c'est la même mairie qui nous tourne pendant un certain nombre d'années. Et les réunions qui ont été faites, c'est un seul PV qu'on a eu le 8 novembre 2024 passé. Et le PV dit, de la même mairie dit que le monsieur qui a fermé la voie et celle qui est derrière, le numéro d'état des lieux n'existe dans aucun répertoire. Nous sommes dans un titre foncier depuis 1986. Et comment se fait-il que les gens se sont arrangés pour prendre un titre foncier sur une voie officielle? Mais en 2016, nous nous sommes rapprochés du cabinet Ziti en charge des travaux de Djinadou pour demander un levé topographique de notre maison pour voir si réellement il y a une voie qui passait. Le cabinet Ziti a confirmé, certifié, nous avons les preuves de la voie. Mais aujourd'hui, maintenant, on ne sait pas. La même mairie nous appelle encore des instants après pour dire de venir signer un permis de construire encore pour ceux dont la mairie même dit que... La même dit que le numéro d'état des lieux n'existe dans aucun répertoire. Nous avons une seule entrée. Il faut contourner par 4 voies pour rentrer dans chez toi. Et les problèmes de sécurité, tu ne peux même pas rentrer chez toi après 20 heures. Et alors que nous sommes au cœur de la ville. Mais il faut que les autorités interviennent pour qu'on ait gain de cause, pour qu'on puisse jouir au moins des avantages du péage. Quelques riverains se prononcent. Les bandits rentrent dans l'avant et puis vraiment on n'est pas en sécurité. Alors on demande tout ce qu'on demande, on n'a qu'à nous ouvrir l'avant. On a fermé, ça ne va pas. Il faut voir les autres. Toute la nuit, pour arriver à la maison, tu es obligé d'aller contourner avant de venir chez toi. Ce n'est pas bon. Bon, nous voulons seulement que la hiérarchie intervienne pour qu'on ait une ouverture de la voie, pour que l'eau passe
parce qu'on a un problème d'assainissement, on a un problème d'insécurité dans la rue, alors que c'est une voie officielle. L'avant n'est pas accessible. Ils ont vendu l'espace qui devrait servir à cela. Ils ont construit sur la voie. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous avez vu comment je suis venu. Pourtant, je suis à la deuxième position. Je fais un long contournement avant de rentrer chez moi. Dans le plan, la voie devrait passer, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors que c'est ça qui m'a poussé à acheter la parcelle. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes qui sont appelées à rétablir l'ordre et à faire respecter les droits des occupants de la rue. Dans un autre registre, et je vous le disais en titre, les vertiges du matin, vous l'avez peut-être ressenti une fois, c'est un trouble discret mais dérangeant qui donne parfois l'impression que tout vacille avant même que la journée ne commence. Pour en comprendre les causes possibles, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste de la santé qui nous éclaire sur ce phénomène souvent sous-estimé. Il est au micro de Samiratou Kassou et Toussaint Bossa. Pour beaucoup, les vertiges du matin sont une sensation aussi étrange qu'inquiétante. Derrière ce malaise matinal se cachent souvent plusieurs causes possibles. Le vertige, déjà, c'est un trouble affectant un sujet dans le contrôle de sa situation dans l'espace. Soit tout tourne autour de vous, soit vous tournez autour de tout. C'est un peu ça. Les causes sont multiples, d'accord. Il y a d'abord, en gros, l'association des ORL divise les vertiges en deux grandes parties. Il y a les vertiges d'origine périphérique et les vertiges centrales. Quand on dit central, c'est que l'origine est beaucoup plus vient du système nerveux. Quand on dit périphérique, c'est autre que le système nerveux. Et quand c'est périphérique, il y a le vertige paroxystique positionnel bénin, c'est beaucoup plus chez les sujets âgés. Et sur le plan périphérique aussi, il y a la névrite vestibulaire qui a une infection qui peut créer le vertige. Il y a aussi la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, c'est les crises répétées de vertige associées à la nausée, au vomissement, tout ça. Ça, c'est le côté périphérique. Le côté central, c'est surtout la migraine qui crée le vertige. Après ces deux classifications connues de tous, il y a quand même aussi les classifications liées, par exemple, aux infections. Par exemple, quelqu'un qui a une hépatite B peut avoir un vertige de façon régulière. Quelqu'un qui a une fièvre typhoïde peut avoir un vertige. Quelqu'un qui a un palu peut avoir un vertige. Quelqu'un qui a une infection ORL peut avoir un vertige, par exemple. Et il y a aussi sur le plan métabolique, on a constaté le vertige. Par exemple, ceux qui ont une hypoglycémie, qui n'ont rien mangé le matin, vous n'avez rien mangé le matin, habituellement vous mangez toujours quelque chose, et ce jour-là vous n'avez rien mangé. Et encore plus grave, vous n'avez rien mangé le soir, vous n'avez pas pris votre dîner, là vous êtes sûr d'avoir un vertige. Vous avez quand même aussi des troubles cardiovasculaires. Il y a des troubles cardiovasculaires qui vous créent le vertige. L'hypertension en premier. Qu'il soit lié à une chute de tension, à la fatigue, au stress ou à un trouble plus profond, il mérite une attention sérieuse. Quand vous êtes hypertendu, quand vous venez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est prendre votre hypertension artérielle. Dès que vous levez le matin, c'est pas bon de se lever tout de suite, brutalement, non. Vous essayez de vous reposer un tout petit peu. Quand je dis reposer, c'est pas que vous vous endormissez à nouveau, mais vous vous reposez un tout petit peu avant de vous lever. Bon, tout ça, c'est de la physiologie. Et puis, il faut respecter ces normes pour éviter le malaise, tout simplement. Écouter les signaux de son corps, c'est déjà commencer à se soigner. Et le plus important, c'est de se référer à un professionnel de la santé qui saura vous aider.
Autre volet de cette édition, mesdames et messieurs, le gouvernement béninois a procédé il y a quelques jours à la levée d'interdiction des exportations des produits vivriers. Cette décision de l'exécutif béninois est diversement appréciée pour le cadre du Parti Les Démocrates. Il faut que l'État béninois puisse avoir des réserves en cas de crise. Il y aurait bien évidemment des catastrophes qui pourraient arriver pour Moïse Monchor. Il est important donc de prévoir tout ceci. Il était reçu sur notre plateau de Matin Libre Politique. Suivez plutôt. Les lever, c'est une bonne chose. Mais si on les lève, qu'on n'a pas pris les mesures avant de pouvoir avoir du stock, des réserves étatiques subventionnées, pour qu'au moment où on sera encore confronté à cette pénurie, qu'on puisse faire sortir les réserves, c'est-à-dire qu'on aurait fait tout ça là pour rien. Donc, il faut prendre des décisions audacieuses en amont et en aval après, on va pouvoir gérer. Aujourd'hui, j'espère que ça va baisser le prix des coûts des denrées alimentaires parce que le panier de la ménagère, il n'est plus seulement vide, il est troué, carrément. Il n'y a rien dedans, les tasses sont passées par là. Que l'État ait demandé des réserves. Il y a ça dans tous les États. Il y a quelque chose qu'on appelle une réserve souveraine. Je ne parle pas d'argent. Hein. Il y a de l'eau. On doit pouvoir emmagasiner de l'eau pour qu'en cas de crise, qu'on puisse avoir de l'eau à donner à tout le monde, même vraiment en gérant comme cela se doit, 1 mois, 2 mois. L'État doit avoir cette réserve. Du carburant. L'État doit avoir ça. Des matières premières, des matières vivrières. L'État doit avoir toutes ces réserves. Parce que les catastrophes arrivent. On va courir pour aller tendre la main, faire le mendiant. Abordons maintenant le registre sport de cette édition. La Fédération béninoise de handball a rendu public le calendrier des compétitions inscrites dans son agenda pour le compte de cette saison. Étendue sur 5 mois environ, la saison 2025 à la Fédération béninoise de handball promet donc sa continuation d'un élan qui aura autrefois révélé plus de performances. Le Bénin également révélé le Bénin au monde sportif. Plus de détails dans ce récit signé Sabine Kipadé. Pendant 5 mois, le handball sera à l'honneur au Bénin. Réparti entre compétitions nationales et internationales, le calendrier publié par la Fédération béninoise de handball s'étend de juillet à novembre. Il promet une dynamique continue pour les acteurs du handball béninois, toutes catégories confondues. La compétition se déroulera comme suit. Du 12 au 29 juillet, les phases préliminaires des Ligues Pro 1 et 2 donneront le coup d'envoi parallèlement aux phases départementales des amateurs et des catégories d'âge. La suite du programme intègre des étapes clés comme la phase finale de la NCA Bank Coupe de l'Indépendance qui se déroulera du 30 juillet au 1er août. Les phases zonales du championnat amateur, les phases nationales pour les juniors, cadets et amateurs, ainsi que les play-offs qui viendront clôturer les ligues pro en octobre. Les compétitions internationales avec notamment la CAN scolaire du 26 juillet au 5 août et les prestigieux championnats d'Afrique des clubs champions prévus du 16 au 25 octobre font également part du calendrier. Une véritable occasion pour le Bénin de se positionner dans une dynamique continentale qui offre aux talents locaux des opportunités de se confronter à l'élite africaine. La Fédération béninoise de handball confirme ainsi sa vision stratégique de créer une saison complète équilibrée entre formation, compétitivité locale et exposition internationale, tout en offrant une chance unique de consolider les acquis, de révéler de nouveaux talents et de promouvoir l'image du handball béninois à l'échelle africaine. Ce programme nécessite une organisation rigoureuse des clubs et des acteurs fédéraux. D'une discipline sportive à une autre, la deuxième édition du tournoi de football Sénan a officiellement été lancée dimanche dernier à Ifeanyi. Cette compétition de proximité a débuté par un match inaugural qui s'est soldé par un match nul. Plus de précision dans cet élément.
Ce dimanche 6 juillet à Ifanyi n'était pas un jour ordinaire. La commune a vibré au rythme du lancement officiel de la deuxième édition du tournoi Sénan. Les jeunes des 6 arrondissements de cette commune se sont massivement déplacés, prouvant leur passion pour le football. Mais ils n'étaient pas les seuls à l'honneur. Les Angbeto, ces gardiens de nuit qui sont tant appréciés au Bénin, ont également offert un spectacle riche en couleurs au public sportif, transformant ainsi l'événement en un véritable festival. Après donc les festivités, place au beau jeu, 2 équipes déterminées à décrocher le premier prix se sont affrontées sur le terrain, offrant un spectacle de pur délice. Dans une ambiance de liesse populaire, cette messe du football a démarré sous les meilleurs auspices, se soldant finalement par un match nul d'1 but partout. Un résultat qui a de quoi ravir le maire de la commune d'Ifanyi. C'est une très bonne initiative, surtout pendant ces vacances, de pouvoir occuper la jeunesse autour des loisirs sains. Et ce qu'il a fait. Et nous sommes là pour le match inaugural et nous avons vu 2 équipes qui s'équivalent et qui quand même ont montré on déploie beaucoup d'efforts pour pouvoir se surpasser. Mais malheureusement, c'est fini par un match nul. Et je dis personne n'a gagné, mais c'est la commune d'Ifanyi qui gagne. Pour l'initiateur de cette compétition de proximité, l'objectif est clair, réconcilier les fils et filles de la commune. Cette deuxième édition du tournoi Sénan revêt donc une importance capitale, comme en témoigne l'engouement qu'il suscite au sein de la jeunesse de la localité. Cette première rencontre a été vraiment une réussite, parce que c'est une deuxième édition. Et pour une première édition, nous avons vu comment ça s'est passé, nous avons vu les évolutions, mais cette fois-ci, c'est déjà l'ouverture. Et voilà ce que ça a donné. Donc du point de vue commun, vous-même vous voyez que bon, c'est déjà une réussite. Je tiens beaucoup à remercier tous les journalistes présents, toute la population et la présence de l'autorité communale, monsieur le maire de la commune d'Ifanyi. Ce n'est que le début d'une belle campagne footballistique. Le public sportif d'Ifanyi sera gâté au fil des rencontres, que le meilleur gagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition vespérale. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner donc à Matin Libre Télévision pour ne plus rater donc nos contenus. Je vous retrouve demain.